Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce mardi. La loi des séries à Paris. Un nouvel incendie a fait 7 morts, dont 4 enfants, dans un immeuble insalubre occupé par des familles africaines. La piste accidentelle est privilégiée. La question des logements vétustes est reposée avec insistance. Nicolas Sarkozy se démarque. Il met en cause la politique d'immigration. Très lourd bilan aux États-Unis après le passage du cyclone Katrina. Il y aurait 80 morts au moins dans le Mississippi et de nombreux autres en Louisiane. Des sauveteurs affluent du pays tout entier. En France, la rentrée de Jacques Chirac. Le chef de l'État était à Reims pour lancer les pôles de compétitivité. Une visite sur le thème de l'emploi qui a porté notamment sur les biocarburants au moment où le prix du pétrole bat un nouveau record. Une décision de justice qui fera sans doute date en matière de responsabilité. Un chauffeur de taxi a été condamné pour avoir laissé une cliente ivre en pleine campagne car elle ne pouvait pas payer la course. Quelques minutes plus tard, elle avait été fauchée et tuée par une voiture. En Pologne, l'anniversaire d'une révolte qui a changé la face du monde. Il y a 25 ans, Lech Walesa créait le syndicat Solidarité qui allait ébranler le communisme. Des centaines de personnalités sont en train d'arriver à Varsovie et à Gdansk. Enfin, les vacances jouent les prolongations. La France connaît depuis 2 jours ses plus belles journées d'été. Il a fait jusqu'à 35 degrés dans le sud-ouest. On commence donc avec cette actualité qui a un air de déjà-vu. Le feu a de nouveau frappé à Paris. Même victime, des familles africaines. Même circonstance, un immeuble insalubre. Sauf qu'il s'agit cette fois d'un squat et que les occupants étaient sans papier. 7 d'entre eux sont donc morts, dont 4 enfants. Paul Degenève, Frédéric Pasquette, Virginie Travers. Ce sont les toutes premières minutes de l'incendie. Une épaisse fumée noire s'échappe du premier étage de cet immeuble. Un squat occupé par 12 familles ivoiriennes. Des voisins s'approchent, certains jettent de l'eau. Geste dérisoire. Les premiers camions de pompiers s'engagent dans la petite rue du Roi Doré, il est 22 h. Dans l'immeuble, c'est la panique, certains ont pu sortir, d'autres se sont jetés par les fenêtres. Je connais même des voisins qui ont sauté du 4e étage. Et il y a une dame qui était enceinte, qui avait 2 enfants, puis elle est enceinte. Elle a jeté son premier fils du 4e étage. Et l'enfant, il est tombé, mais il n'a pas bougé. Cet enfant, le voici. Les pompiers lui prodiguent les premiers soins. Transporté à l'hôpital, il succombera à ses blessures. Derrière les pompiers, soudain, la fumée se transforme en flamme. En quelques minutes, c'est tout l'immeuble qui s'embrase. Le feu redouble de violence au 4e étage. C'est là que sont retrouvées les 6 autres victimes, dont 3 enfants. Bilan, 7 morts, 14 blessés, dont 3 graves. Il faut plus d'1 heure aux 150 pompiers mobilisés pour maîtriser l'incendie. Dans le quartier, tous connaissaient cet immeuble insalubre, un squat, que la mairie de Paris a racheté il y a 6 mois pour le réhabiliter. Ses occupants, pour beaucoup sans papier, étaient même en voie de régularisation. Le maire du 3e a fait le nécessaire pour commencer à régulariser ces familles, pouvoir les loger dans des conditions décentes. Voilà. C'est un travail de longue haleine qui avait commencé, qui est enrayé un instant par un drame. Aujourd'hui, sur la façade est encore accrochée la pancarte annonçant cette réhabilitation. Et quelques fleurs ont été déposées à l'entrée de la cage d'escalier. À quelques dizaines de mètres de là, ces femmes pleurent. Celle-ci a perdu 4 membres de sa famille. Elle ne sait pas comment l'annoncer à ses proches en Côte d'Ivoire. La guerre qui est en Côte d'Ivoire, que les pauvres parents vont apprendre encore qu'on a été brûlés comme des animaux. Imaginez. Quelle tristesse. C'était ce matin, en plein cœur de Paris. Après l'hôtel Paris Opéra en avril, après le boulevard Vincent Auriol la semaine dernière, il s'agit donc du 3e drame de ce genre en quelques mois. Ce matin, autour de l'immeuble, les nerfs étaient à vif. Karine Komadzi, Annie Triboire. Passé le choc de la matinée, les rescapés laissent éclater leur colère. Dans cette salle surchauffée du Secours populaire, 11 familles attendent un relogement. Il faut qu'on arrive à loger décemment tout le monde sans exception. Trouver les mots pour apaiser. Cette voisine est révoltée par le drame, révoltée mais pas étonnée. Leur quotidien, pendant 7 ans, on les voit sortir, puiser de l'eau, été comme hiver, dans la rue, 3-4 fois par jour, parce qu'ils n'ont pas d'eau courante. Voici l'immeuble, filmé il y a 1 an et demi. Murs délabrés, installation électrique sommaire, sans parler des insectes. Quand je fais la cuisine, souvent je ferme pas. Et quand tu ne fermes pas, les cafards peuvent te brûler dedans. Quand ils tombent dedans, tu ne peux plus manger là. Donc tu es obligé de jeter.
À l'époque, le propriétaire de l'immeuble est un particulier qui cherche en vain à faire expulser les squatteurs, car il ne veut ou ne peut pas faire de réhabilitation. Un propriétaire qui souhaite rénover un appartement, qui souhaite rénover l'ensemble de l'immeuble, qui ne peut le faire parce que les occupants sans droit ni titre sont maintenus sur place avec des soutiens juridiques extrêmement importants. Imbroglio juridique, la mairie finit par obtenir l'expropriation de ce propriétaire qui s'est pourvu en cassation et elle entame une procédure de relogement. L'immeuble était certes considéré comme dangereux, mais pour les services de l'État, il n'y avait pas de caractère d'extrême urgence. Il n'y avait pas de risque incendie en tant que tel, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de motif de déclenchement d'un incendie provenant de l'installation électrique, par exemple. En revanche, le risque incendie pouvait exister comme tout bâtiment utilisé par des familles. Ce soir, 10 familles dormiront encore dans cet hôtel. Elles intégreront demain un logement décent. Et l'enquête est en cours, la piste criminelle n'est pas officiellement écartée, mais c'est la piste accidentelle qui est privilégiée. Alors plus que jamais, bien sûr, on s'interroge sur ces immeubles insalubres. La ville de Paris en a recensé un peu plus d'1 millier. Un plan de rénovation est en cours, mais tout cela prend du temps. Explication Zindine Boudaoud, Alain Locassio. Que cet immeuble tienne encore debout relève presque du miracle. Des étés aux fenêtres, des façades qui s'effritent, une installation électrique approximative. Le pire, c'est que le bâtiment est encore en partie habité. Ben voilà. Albert Amar vit ici depuis 25 ans. Ça va paraître invraisemblable, mais le propriétaire a refusé, je dis bien catégoriquement refusé, d'encaisser un quelconque loyer pendant plus de 25 ans. Les gens dormaient devant sa porte pour lui payer le loyer, il ne voulait pas. Voilà. Pour quelle raison? Je sais pas. Pas de loyer, pas de travaux de rénovation. Et le propriétaire n'a jamais voulu revendre à la ville de Paris, qui voudrait restaurer l'immeuble. Encore faut-il que les propriétaires veuillent vendre. Quand ils ne veulent pas vendre, on est obligé d'utiliser des procédures plus compliquées, plus longues. C'est normal, les propriétaires ont des droits de défendre leurs biens. C'est ce que nous faisons pour les acheter de force quand ils ne veulent pas les vendre. Des immeubles dans cet état-là, il y en a quelques-uns dans le 3e arrondissement, mais toute la capitale est concernée. La ville a recensé au total 1036 immeubles insalubres. 423 d'entre eux sont classés très dangereux. Un tiers est la propriété de la ville, un autre tiers est géré en copropriété par la ville. Enfin, un tiers appartient à des propriétaires privés. La ville de Paris a engagé 152 millions d'euros en 6 ans pour supprimer l'habitat insalubre. Mais face à des propriétaires parfois peu coopératifs, elles se sentent un peu seules. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est créer une offre. Il y a des lois qui existent pour ça. Il y a l'application de la loi de réquisition qui a été demandée par la ville de Paris, votée par le Conseil de Paris au mois d'avril. Réquisitionner ces 40 000 logements vacants qui existent à Paris. La mairie de Paris assure avoir relogé 580 familles, mais plus de 100 000 personnes sont en attente de logement. Cette question du logement est désormais, on l'a compris, au cœur du débat. Jacques Chirac a fait part de sa consternation, de son horreur. Il a annoncé que le gouvernement prendrait prochainement des initiatives fortes dans ce domaine. Nicolas Sarkozy, lui, marque sa différence. Vous allez l'entendre. Il met en cause implicitement la politique d'immigration. Arnaud Boutet, David Fossard. Aujourd'hui, il y avait deux Nicolas Sarkozy. Le facétieux qui entraîne avec lui le chef du gouvernement, puis le ministre sérieux face au drame de la nuit. Nicolas Sarkozy redevient politique, voire polémique. Il considère à demi-mot que l'immigration non maîtrisée est une des causes de l'incendie. Je veux dire, à force d'accepter des gens, malheureusement, à qui on ne peut proposer ni travail ni logement, on se retrouve dans une situation où on a des drames comme ça. Nicolas Sarkozy veut fermer les squats. Mais pour l'un de ses prédécesseurs, il ne faut pas faire d'amalgame entre l'immigration et le logement. Il devrait s'occuper de ce dont il a à s'occuper, y compris des problèmes d'immigration. Mais qu'il ne vienne pas interférer, c'est notamment un ministre qui a construit le budget 2005, c'est M. Sarkozy. Et donc pour le logement, ça a été une catastrophe. Aujourd'hui, 150 personnes ont manifesté devant l'immeuble incendié. Et la petite phrase du ministre de l'Intérieur a suscité l'indignation. Ce type de propos, c'est de l'indécence. S'attaquer aujourd'hui aux victimes et faire des victimes des coupables, c'est indigne. Il y a les mesures d'urgence et le long terme. Pour l'ambassadeur de Côte d'Ivoire, un logement décent passe par une régularisation. Voir dans quelle mesure on peut régulariser les personnes qui peuvent l'être. Donc déjà, il faut se pencher sur ce problème et naturellement leur trouver des logements décents, de sorte qu'ils ne grillent pas comme les petits pains. À l'autre bout de Paris, des dizaines d'Ivoiriens réclamaient la même chose, des papiers pour se loger.
Autre titre de l'actualité, le cyclone Katrina aux États-Unis. Dans les États du sud du pays, on commence à peine à réaliser l'étendue du chaos. En Louisiane, mais aussi dans le Mississippi, en Alabama, les dégâts sont énormes. Le bilan s'aggrave d'heure en heure. Il pourrait dépasser les 100 morts. Gilles Marinet. L'eau est montée si vite que cet automobiliste n'a pas réalisé qu'il fonçait sur un lac. Il s'en sortira. D'autres seront sauvés par des pompiers déposés sur les toits. Les quartiers est de la Nouvelle-Orléans sont submergés. Maison par maison, il faut extraire ceux qui n'ont pas obéi à la consigne d'évacuation. Certains, surpris par la montée des flots, s'étonnent d'être en vie. On a passé 2 ou 3 heures sous un pont et puis on a nagé, ou plutôt on a flotté comme des bouchons sur près d'1 kilomètre. Non loin de là, cet homme est seul face à l'incendie qui menace de détruire son quartier. La marina, elle aussi, est en feu. Au centre-ville, quelques heures plus tôt, des vents de 250 km/h ont dévasté des immeubles. Ici, l'hôtel Hyatt. Le Superdome est comme pelé par la tempête. Dans ce stade, 30 000 personnes à l'abri. Le plafond a tenu tout juste. Pas de blessés, heureusement. Dehors, bravant la tempête et la police, des pillards. « 80% de la Nouvelle-Orléans est sous les eaux, mais les États voisins comme la Géorgie, l'Alabama, le Mississippi comptent eux aussi leurs morts et leurs disparus. Ma femme, je ne retrouve pas son corps, elle est disparue. Vous ne la trouvez pas? Non, je ne la trouve pas. J'essaye. Vous savez, je tenais sa main et ce qu'elle me disait, c'était de ne pas la lâcher. Selon les autorités, l'ampleur des dégâts et le nombre des victimes, au moins 50 morts, dépassent les prévisions les plus noires. L'ouragan Katrina serait la pire tempête dans cette région depuis un siècle. Oui, on estime là-bas que le coût pour les assureurs s'élèvera à 15 milliards de dollars au moins. Nos envoyés spéciaux Pascal Golomer et Tristan Lebras ont été parmi les premiers à pouvoir entrer dans la ville de la Nouvelle-Orléans. On l'a vu en grande partie submergée. Voici leur reportage. Leur histoire, c'est celle de milliers d'habitants de la Nouvelle-Orléans. Ceux qui sont restés là au moment de l'ouragan et qui aujourd'hui sont perdus dans une ville sous les eaux. J'ai dû quitter l'hôtel où je me trouvais réfugié, dit John, parce qu'il a été détruit. Et maintenant, j'essaie de rentrer chez moi. Cela fait 3 heures que je marche dans l'eau. Certes, la Nouvelle-Orléans n'a pas pris l'ouragan de plein fouet, mais les dégâts matériels sont considérables malgré tout. Énormément de toitures arrachées, des immeubles complètement détruits. Alors parmi les habitants, chacun se débrouille comme il peut. Et ce n'est pas toujours facile, quand on a l'eau qui arrive jusqu'aux genoux. Je cherche de quoi manger, parce que chez moi je n'ai plus d'eau, plus d'électricité. Alors il faut bien que je sorte pour trouver de la nourriture. Certains ne s'embarrassent pas de scrupules et viennent se servir au rayon alimentation de la station-service. Les forces de l'ordre sont là, mais trop occupées à canaliser les centaines de véhicules de secours qui rejoignent en ce moment la zone pour commencer le travail de réparation. Combien de temps faudra-t-il pour que la ville de la Nouvelle-Orléans retrouve un visage presque normal? Même les plus optimistes ici parient sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et on évoquait hier les conséquences sur le prix du pétrole. Eh bien, le baril a encore atteint un record, 70,80 $ à New York. On estime qu'un quart de la production des États-Unis est paralysée. L'alternative au pétrole, c'était justement l'un des thèmes de la visite de Jacques Chirac aujourd'hui près de Reims. Visite centrée sur l'innovation industrielle qui marquait la rentrée du chef de l'État. Jacques Chirac a insisté sur les atouts de la France dans la compétition technologique mondiale. Véronique Saint-Olive, Francis Forget. Le laboratoire ARD au cœur du pôle de compétitivité Champagne-Ardenne. Ici, on cherche de nouveaux débouchés non alimentaires pour l'agriculture. Pour le président de la République, il s'agit d'illustrer la nouvelle politique industrielle de la France. Créer des emplois de haute technologie avec un partenariat État-entreprise, une urgence quand la compétition mondiale est déjà féroce. Les ministres les plus importants sont là. Dominique de Villepin prêche l'optimisme. On sent sur le terrain qu'il y a des choses qui bougent. Alors ce qu'il faut, c'est que ça se traduise par des résultats et que chacun aille plus loin. À ses côtés, Nicolas Sarkozy n'aime pas faire de la figuration et ça se voit.
Et les raisons de votre venue aujourd'hui? Le président me l'a demandé. Mais l'heure n'est pas aux bisbilles. L'agence de l'innovation industrielle est désormais en place pour lancer de grands projets sur les 5 à 15 ans à venir. Devant les élus de la région, toutes étiquettes confondues et de nombreux chefs d'entreprise, le président de la République fait un long discours. Le ton se veut offensif, volontaire. Pour la France, il s'agit de partir à la conquête des emplois de demain, en engageant résolument le pays sur la voie de l'innovation. Et Jacques Chirac sait que c'est sur l'emploi qu'il sera jugé, le gouvernement de Dominique de Villepin avec lui. À 20 mois des élections présidentielles, Jacques Chirac entend montrer que loin de baisser les bras, c'est bien lui qui fixe les grandes orientations de la France, bien au-delà de 2007. Parmi les sociétés de pointe visitées aujourd'hui par Jacques Chirac figurait, on l'a dit, une entreprise spécialisée dans les biocarburants fabriqués à base de colza ou de betterave. La flambée du pétrole rend ces énergies de plus en plus rentables. S'agit-il vraiment d'une alternative? Comment fonctionne ce carburant? Explication, Édouard Bergeon, Jean-François Hoffmann. Du pétrole vert, voilà ce que vous allez mettre dans votre voiture demain, quand la betterave remplacera le pétrole. Ce qui sort de cette cuve, ce n'est pas du brut, mais de l'éthanol. Dans cette usine, on s'est lancé dans cette nouvelle conquête de l'énergie. On ramasse du blé, des betteraves, du maïs ou même de la pomme de terre. On laisse fermenter puis on distille pour obtenir de l'éthanol. C'est du carburant 100% végétal qu'on va mélanger à de l'essence. Vous ne le savez peut-être pas, mais vous roulez déjà avec de l'éthanol. Pas beaucoup, c'est vrai, moins de 1%. Mais d'ici 2010, l'objectif est de multiplier ce chiffre par 10, sans aucune modification du moteur. Et on pense même aller encore plus loin. On peut effectivement rencontrer jusqu'à 50% d'éthanol dans l'essence, voire plus, puisqu'aujourd'hui le dispositif qu'on appelle Flex Fuel est capable d'accepter entre 25% d'éthanol dans l'essence jusqu'à de l'éthanol pur, c'est-à-dire l'éthanol à 95, l'éthanol hydraté à 95. Mais l'éthanol est-il plus avantageux que le pétrole? Aujourd'hui, au prix actuel du baril, on est très proche de 70 $ actuellement, eh bien l'éthanol est pratiquement rentable, économique en tout cas. La preuve, produire 1 litre de brut coûte 33 centimes d'euros. Ajouter la taxe, on monte à 92 centimes sans compter le raffinage et les marges. L'éthanol est plus cher à produire mais moins taxé. Résultat, 74 centimes par litre. Le carburant vert a donc de l'avenir, car le prix du baril ne semble pas prêt d'avoir un coup de pompe. Et puis à propos d'économie d'énergie, on évoquait hier cette idée de ramener à 115 km/h la vitesse maximale sur autoroute. Eh bien le gouvernement fait marche arrière devant le tollé suscité. Il ne s'agissait que d'une simple réflexion, a déclaré le ministre des Transports Dominique Perben sur Europe 1. Un mot encore de politique en bref. Le président de l'UDF, François Bayrou, a prononcé un discours programme en clôture de l'université de son parti. Au cœur de ses propositions figure notamment une taxe de 0,1% ou même moins sur les échanges bancaires en France. Elle servirait notamment à alléger les charges sociales sur le travail et à lutter contre la précarité. François Bayrou qui se prononce aussi pour une activité obligatoire en échange de toute allocation. Justice avec cette décision attendue en matière de responsabilité individuelle. Un chauffeur de taxi a été condamné par le tribunal de Strasbourg à 1 an de prison avec sursis. Il avait laissé une cliente ivre à 4 h du matin sur un parking en rase campagne car elle ne pouvait pas payer la course. Quelques minutes plus tard, elle avait été fauchée et tuée par une voiture sur la nationale. Christine Boss, Virgile Liado. Une femme de 43 ans a été écrasée sur cette route nationale en pleine nuit parce qu'elle a été abandonnée ici en rase campagne par ce chauffeur de taxi alors qu'elle était totalement ivre. Motif, elle n'avait pas assez d'argent pour payer la course. Elle a été écrasée comme un chien, c'est-à-dire on l'a contraint au petit matin de ce 9 mars 2004, il fait -4, nous sommes sur une route nationale à grande circulation, à quitter Manu Militari un véhicule dans lequel elle était, où elle était en sécurité. Philippe Pinto, chauffeur de taxi, voulait donner une bonne leçon à sa cliente passablement éméchée et dont la carte bancaire ne fonctionnait pas. Il a été condamné à 1 an de prison avec sursis pour homicide involontaire. C'est beaucoup plus une question d'exaspération, une question d'énervement au vu de l'attitude de quelqu'un passablement éméché qui a présidé à ce drame, que personne n'a voulu, bien évidemment. Les enfants et les proches de la victime sont déçus par une condamnation qu'ils jugent trop clémente. Nous on espérait au moins de la prison, mais là, il n'y a rien, quoi. Notre deuil ne sera jamais fait, du coup, quoi. Ironie de l'histoire, la victime, en fouillant son sac juste avant que le chauffeur de taxi ne l'abandonne, réussit à rassembler le montant de la course, 13 €. 13 € que Philippe Pinto n'a pas omis d'encaisser.
La consternation au Lyon d'Angers dans le Maine-et-Loire. La rentrée au collège devrait être retardée car l'établissement, apparemment paisible et sans histoire jusque-là, a été incendié, vandalisé avant-hier. Une violence apparemment totalement gratuite. Les dégâts sont très lourds. Le président du Conseil général se dit écœuré. Sur place, François Privat, Philippe Ritten. Des fauteuils lacérés dans la salle des professeurs. Du matériel informatique hors d'usage. Peu d'endroits dans le collège ont échappé au vandalisme. Un incendie a totalement détruit le bureau de la conseillère d'éducation, qui ne cache pas son désarroi. Qu'est-ce que ça fait quand on voit ça? Une grande émotion, bon, sachant qu'évidemment ce n'est pas la personne certainement qui est visée, c'est la fonction, c'est l'éducation nationale elle-même et ce qu'elle représente. Opération grand nettoyage, pendant que la gendarmerie enquête discrètement. Acte isolé, commis par des adultes, vengeance d'élèves, anciens ou actuels, rien n'est exclu. Au collège du Val-d'Oudon, réputé calme et sans histoire, l'équipe pédagogique est abasourdie. Pour vous donner un ordre d'idée, sur les 25 dernières années, nous avons eu 2 conseils de discipline, des taux de réussite qui sont particulièrement bons, et puis une ambiance très pacifiée dans la vie scolaire. Donc on ne pouvait absolument pas s'attendre à ce que dans notre collège, on puisse avoir ce genre d'événement. Plusieurs centaines de milliers d'euros de dégâts et des parents d'élèves qui s'inquiètent à l'annonce d'un report de quelques jours de la rentrée. Moi j'ai rencontré quelques parents hier et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui étaient inquiets à savoir comment rattraper tous ces cours. Une rentrée retardée d'une bonne semaine puisque la réouverture du collège ne sera possible qu'avec le feu vert d'une commission de sécurité. Toujours à propos de la rentrée des classes, cette particularité en France, le taux de scolarisation en maternelle. À de rares exceptions près, regardez les chiffres, tous les enfants de 3 ans, 100% vont en classe. On estime même que 30% sont scolarisés dès 2 ans. De l'avis des experts, l'enfant a tout à y gagner. Mallory Aounou, Diane Richard. Un si gros chagrin. Le dessin est fini, Charles sait que sa maman doit partir. Quant au papa, il cherche comment s'en sortir. Les jeux. Puis les bras, mais c'est mieux quand c'est les bras de quelqu'un d'autre. Les moins inquiets s'éclipsent plus vite. Ils sont confiants. Ça leur fait beaucoup de bien d'être un petit peu avec d'autres enfants, à faire des activités, à apprendre la vie en collectivité. Je pense que c'est une bonne base pour démarrer dans la vie. Un privilège français. 27% des enfants sont scolarisés dès 2 ans, la quasi-totalité 1 an plus tard. Un nouveau monde pour apprendre avec et au milieu des autres. Dès le plus jeune âge, tous les moyens sont bons. Le jeu, on amène les enfants à communiquer, à s'exprimer et puis à progresser dans tous les domaines. Atmosphère plus studieuse chez les grands. Aujourd'hui, un terreau sur les vacances. J'étais en Corse. En Corse, oui. Et j'étais tout près de l'eau. Maîtriser l'oral, puis les syllabes, pour aller progressivement vers l'écriture. En attendant, on travaille la motricité, on s'éveille au goût. Les enseignants, eux, observent. Leur mission, c'est aussi déceler d'éventuels problèmes scolaires, familiaux ou même de santé. Là, il y a un travail plus spécifique. On revoit la psychologue pour voir où on en est, voir s'il y a besoin d'un suivi à l'extérieur, d'orthophoniste ou de psychomotricienne, ou plus quand l'enfant a des difficultés. L'égalité des chances se joue donc dès la maternelle et tous ont un rêve très simple. Et comment c'est être grande? Grande comme ça. Santé, le gouvernement prend des mesures préventives contre la grippe aviaire. L'épidémie ne menace pas directement la France, mais le Premier ministre Dominique de Villepin a souhaité prendre les devants. Il annonce le stockage de médicaments antiviraux pour traiter éventuellement 14 millions de personnes, la commande de 200 millions de masques de protection et des vaccins spécifiques contre le virus de cette grippe aviaire dont le développement, vous le savez, est constaté en ce moment en Asie. L'économie avec ce constat qui risque de faire mal à l'orgueil national. Depuis la vente du Crillon, le fameux hôtel de la place de la Concorde en juillet dernier, plus aucun palace parisien n'est français. Ils sont tous passés sous pavillon étranger. Le luxe, lui non plus, n'échappe donc pas à la mondialisation. Nathalie Moisan, Carole Gréco. Bienvenue au Georges V, le plus beau palace du monde selon un classement américain. 2,5 millions d'euros sont investis chaque année, rien que pour la décoration. Nous avons refait la moquette, les tentures cette année. Et tout ça, ce sont des tapisseries, comme vous pouvez le voir, du XVIIe, XVIe, qui ont été restaurées. Pour cette suite, comptez 9 000 euros la nuit. Un palace vendu en 97 pour 310 millions d'euros à un prince saoudien. Alors, le propriétaire est saoudien, mais la compagnie de gestion est canadienne.
Four Seasons est une compagnie canadienne, donc c'est un ensemble de 2 entités avec le savoir-faire français. C'est un très beau mélange. Le Georges V, vendu en 97 donc, mais ce n'est pas le seul. Le Plaza Athénée appartient au sultan de Brunei depuis 2001, le Ritz à Mohamed Al Fayed depuis 1979. Dernier en date cet été, le Crillon place de la Concorde, vendu par la famille Tétinger à un fonds de pension américain. C'est à la fois un sentiment de tristesse, de chagrin, parce que ce sont des familles et des personnalités qui ont introduit dans le giron de notre patrimoine ces palaces. Et aujourd'hui, il n'y en a plus un. Plus un seul, le Bristol appartient depuis 1978 à une famille allemande. Quant à la clientèle, elle vient du Moyen-Orient, du Japon ou des États-Unis. Ils choisissent nos établissements pour la qualité, la réputation, le service propreté, d'avoir toujours quelqu'un en permanence. Peu importe la nationalité du propriétaire, les clients eux viennent chercher le luxe à la française. Toujours à propos d'économie, les premiers messages de la patronne des patrons, Laurence Parisot, à l'université d'été du MEDEF, on l'évoquait hier. Elle souhaite une décrispation dans les relations avec les syndicats. Elle affiche surtout son credo. Le seul moteur de la croissance, c'est de travailler plus, a-t-elle indiqué à cette occasion. Et voici sans doute un contre-exemple, heureusement largement minoritaire. Il s'agit du phénomène des drogués du travail. Ces salariés, souvent cadres et même cadres supérieurs, qui ont du mal à supporter le stress, la pression du résultat et qui trouvent refuge dans toutes sortes de drogues. Cela va de la cocaïne aux antidépresseurs en passant par l'héroïne. Et selon la médecine du travail, ce phénomène serait en forte augmentation. C'est le dossier de cette édition. Il est signé Laurence Deleur, Christian Gallet. Épaule, écoute et le bras. Quelques mouvements de gymnastique, un remontant nécessaire pour Pierre avant d'aller travailler. Autrefois, c'était la drogue qui jouait ce rôle. Une dose d'héroïne tous les matins pendant 20 ans pour affronter son métier. Voilà, je vais vous montrer le genre de chambre où j'ai passé Pierre vient tout juste de terminer une cure de désintoxication dans cette clinique parisienne. Dans son ancien cabinet de conseil, les salariés n'avaient pas le droit à l'erreur. Il fallait faire toujours plus de chiffres. La CAM, c'était sa béquille chimique contre le stress. Le matin, 1 heure dans les embouteillages, la pression, les horaires, etc. L'enfer, les soucis, ben voilà. Avec ça, je traversais ma journée sur un nuage. En faisant mon quota. Donc c'était fabuleux. Et si t'as une petite baisse, bah, tu vas dans les toilettes et tu te refais un rail, et puis voilà, quoi, c'est comme ça. Salut Marie, comment tu vas? Ça va bien. Je passe devant le vendeur pour aller travailler tous les matins, donc petite démangeaison de temps en temps. Mais je tiens la route, donc la gym me fait le plus grand bien à chaque fois. Sentiment d'aisance, de toute puissance, de réussite, le drogué vit dans une illusion totale. Ça va mal. Tout ce qu'il récupère, c'est la sensation qu'il le fait mieux. Rien d'autre. La preuve, c'est qu'au bout de quelques années, c'est pas parce que son entreprise était florissante et qu'il ne savait plus quoi faire de ses économies qu'il venait nous voir. Il vient nous voir parce qu'au bout d'un moment, il se rend compte que tout son entourage familial comme de travail lui dit arrête parce que là, on va au casse-pipe. Cadres de la finance, dirigeants d'entreprise, mais aussi barmen, VRP, enseignants, ils sont de plus en plus nombreux à recourir à des drogues ou des pilules pour tenir. Des antidépresseurs, des anxiolytiques, des somnifères à forte dose ou encore des amphétamines et des anabolisants interdits de vente en France mais accessibles sur le net. De quoi inquiéter de plus en plus les médecins du travail. Que quelqu'un fume un joint chez lui devant sa télé, c'est son problème, il fait ce qu'il veut. Mais fumer des joints quand on est livreur de pizza dans Paris, c'est un autre problème. Et là, ça devient extrêmement dangereux. La mission interministérielle de lutte contre les drogues a commandé une étude sur les pratiques addictives en entreprise. Le tabou commence à être levé, y compris par les employeurs eux-mêmes. Car le stress au travail, à l'origine souvent des comportements dopants, a des conséquences économiques négatives sur l'entreprise. Il affecterait 30% des salariés de l'Union européenne. En France, l'Institut national de sécurité estime son coût à 1 milliard d'euros par an. Ce coût est lié en fait à la perte de productivité, à l'absentéisme, aux journées de travail perdues, aux conflits qui peuvent surgir entre les individus dans le monde du travail. Et on voit bien qu'au gâchis humain s'ajoute un gâchis économique à cause de ces niveaux extrêmement élevés de stress. Quotas, performances, urgences, certains salariés ne gèrent plus le stress et tombent dans ce que les psychiatres assimilent à du dopage. Mais les entreprises commencent à comprendre qu'il est dans leur intérêt de ne plus fermer les yeux.
Retour à l'actualité à l'étranger avec, en Pologne, l'anniversaire d'une révolte qui a changé la face du monde, la création du syndicat Solidarność, première brèche dans le bloc communiste. C'était en 1980, il y a 25 ans. Une centaine de personnalités, dont de nombreux chefs d'État, sont en train d'arriver sur place. Image ici de la capitale, Varsovie, où un concert était organisé la nuit dernière. Au cœur de ces commémorations, un homme, Lech Walesa, un destin paradoxal. Il a été célébré dans le monde entier, mais dans son propre pays, il est aujourd'hui très controversé. Sur place, Christian Autin, Thierry Breton. Un bain de jouvence, une renaissance. Lech Walesa savoure son plaisir. Après une éclipse de plusieurs années, le leader historique polonais est de retour. Pour le 25e anniversaire de Solidarność, il multiplie les inaugurations. Ici à Varsovie, une exposition de photographie. L'occasion de rappeler une immense victoire. On a tous ressenti quelque chose d'énorme. D'abord, nous nous sommes libérés et ça a amorcé la fin du bloc soviétique. Il y a 25 ans, à Gdansk, après 14 jours de grève, les ouvriers polonais obtiennent l'inimaginable. Le pouvoir communiste reconnaît Solidarność, le premier syndicat libre du bloc soviétique. Leur leader, un électricien de 37 ans, est porté en triomphe. Il sait déjà que le plus dur est à venir. Je leur ai dit, vous êtes contents, mais moi je suis très inquiet. J'ai peur de ce qui vous attend. Vous qui me portez maintenant sur vos bras, bientôt vous me lancerez des pierres. Aujourd'hui, Gdansk a la gueule de bois. La prophétie de Walesa s'est réalisée. Le passage brutal du communisme à l'économie de marché a saigné la Pologne. Depuis, la population a rejeté massivement le candidat Walesa lors des derniers scrutins présidentiels. Pour moi, Solidarność et Walesa, c'est du passé, c'est de l'histoire. Mais c'est Walesa qui a ouvert la porte vers la liberté. Les plus touchés, les chantiers navals. 70% des emplois ont été supprimés depuis 1980. Alors ceux qui restent n'ont pas le cœur à faire la fête. La situation est très mauvaise, nous dit cet ouvrier. Il y a 3 millions de chômeurs dans le pays. La moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté. Qu'est-ce que vous voulez que je fête? Malgré l'espoir déçu pour des millions de Polonais, Lech Walesa sera au centre des festivités qui se tiendront ici même, demain, devant les grilles historiques des chantiers de Gdansk. Aux Pays-Bas, la mort de la plus vieille femme du monde, en tout cas celle qui était enregistrée comme telle dans le livre des records. Henrike van Handel-Schipper avait 115 ans. Elle était née en 1890 et elle attribuait sa bonne santé à une consommation quotidienne de harengs. L'environnement avec cette curiosité au Groenland, le réchauffement climatique ne fait pas que des mécontents. Là-bas, la fonte des glaces devrait favoriser l'exploitation de gisements de pétrole. On en parlait tout à l'heure. En ce moment, l'affaire ne passe évidemment pas inaperçue. Les forages ont d'ailleurs déjà commencé. Laurent Di, Jean-Jacques Le Garec. La banquise est à sec, faute de glace. Les chiens de traîneau restent à la maison. Le glacier s'est lentement effrité, bouleversant des siècles de tradition. Mais le bonheur des Inuits pourrait faire le malheur des compagnies pétrolières. En 92, seules les surfaces en orange étaient touchées par la fonte estivale des glaciers. En 2004, elles se sont considérablement étendues, rendant possible une exploitation pétrolière jusqu'à présent difficilement rentable. Certains imaginent déjà des plateformes offshore comme en mer du Nord. Et les autorités du Groenland viennent de relancer une campagne de prospection sur la côte du pays, une zone particulièrement appréciée des investisseurs. Le Groenland, a priori, il y a une forte liaison avec le Danemark, donc une loi qui est très proche de la loi danoise, et par conséquent un cadre administratif, fiscal, juridique qui est bien établi, qui est stable, pas de surprise. Et ça, les investisseurs ont besoin de ce cadre pour pouvoir risquer des sommes qui sont quand même considérables, avec des taux de retour qui sont longs. C'est dans cette région que les pétroliers cherchent du pétrole. Ils espèrent une exploitation dans les prochaines années. Problème, ce glacier a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2004 et les écologistes craignent qu'il ne souffre de l'exploitation pétrolière. Il y a là des baleines, il y a là des crevettes, des oiseaux marins qui sont particulièrement fragiles et tous les scientifiques mettent en garde contre l'impact qu'aurait une marée noire dans ces écosystèmes-là, puisque ce seraient des écosystèmes qui seraient dramatiquement touchés, beaucoup plus encore que les marées noires sur nos côtes. Mais une autre menace pointe sur cet écosystème. Pour l'instant, les glaces faisaient fuir la plupart des navires. Demain, les phoques pourraient bien se retrouver sur le tracé d'une autoroute des mers.
Réchauffement ou pas, en France, on le disait en titre, les vacances jouent les prolongations. Vous en avez peut-être profité depuis 2 jours. L'été connaît peut-être ses plus belles journées. À Marseille, il fait encore plus de 30 degrés, 25 degrés dans l'eau. Sur place, Nicolas Luizet, Benoît Jourdain. Avec une eau à 25 degrés sous ce soleil, on le comprend, les vacances ne sont pas terminées pour tout le monde. Et même s'il faudra repartir, eh bien, ces dernières heures de plage, les touristes les savourent. Oui, c'est de profiter du soleil, de se baigner, de bouquiner tranquillement. Agréable, passer un moment agréable avant la reprise du travail, quoi. C'est extra, il fait plus de 30 degrés aujourd'hui, c'est merveilleux. Super, meilleur de jour en jour. Hein. Une petite baignade entre 2 révisions, entre 2 rendez-vous sur les plages. On ne croise pas que des touristes, il y a aussi des Marseillais. Ils peaufinent leur bronzage. On va en profiter encore pendant un mois, le week-end. Il va encore faire beau jusqu'à début octobre pour bronzer et profiter même de l'eau. Elle est bonne? Ouais. Peut-être même qu'on va s'acheter quelques churros. Et avec un si beau temps, ils auraient bien tort de ne pas en profiter. On en oublierait presque que pour beaucoup déjà, c'est la rentrée. Et que les nuages reviennent demain par le front atlantique. Sport avec une discipline très spéciale, le premier championnat du monde individuel d'apnée. Il se déroule en Méditerranée, à Villefranche-sur-Mer, jusqu'à la fin de la semaine. L'activité a été rendue célèbre par le film Le Grand Bleu. Elle a moins de 10 ans. Les athlètes descendent sans bouteille à plus de 60 mètres de profondeur. Nathalie Jourdan, Raymond Chaplard. 3, 2, 1... Top officiel. Les poumons pleins, les yeux fermés, elle s'abîme. Le plus loin possible avec pour seule force son poids et l'ondulation d'une palme, sa nageoire caudale. C'est l'apnée en poids constant. 40 mètres sous les mers, 1 minute 20 sans air, un petit échauffement. La compétition c'est samedi. D'ici là, les Françaises championnes du monde par équipe en 2000 vont s'entraîner ensemble. Ce week-end, pour la première fois, ce sera chacune pour soi. C'est le premier championnat du monde individuel. Au fond, ça ne change rien. Il y a toujours un moment où on se retrouve finalement seul dans l'eau, même si on va partager plein de choses avec son équipe, avec ses amis. Et le moment où on est seul dans l'eau, c'est là où il faut aller au bout, quoi. Faut vraiment faire ce qu'on a dit qu'on ferait. Voilà. Une discipline à la fois calme et intense, c'est comme ça qu'elles la vivent. Même pendant une compétition, l'apnée reste une aventure personnelle. Quand on réussit une descente, de bout en bout, c'est fabuleux, quoi. Cette sensation de glisse, de liberté, d'aisance. Un bonheur intact, peut-être parce que les filles plongent encore en amateur. Moi également, évidemment, je vais dans l'eau toujours avec plaisir. Mais chez les filles, c'est encore plus visible, parce que c'est une espèce de naïveté. Et malgré tout, elles sont parmi les meilleures. Oui, mais cette fois, la barre est basse, trop basse pour les Françaises. 80 mètres sous l'eau, c'est l'objectif des favorites. Nos plongeuses ne l'atteindront pas, mais elles continueront à se faire plaisir. Et les plus forts peuvent rester jusqu'à 6 à 8 minutes sous l'eau sans respirer. Le lifting du Grand Palais, le monument est resté fermé pendant 13 ans pour travaux. 15 000 mètres carrés de verrières changées, 100 fois plus de surface repeinte. Vous pourrez le découvrir ou le redécouvrir pendant les Journées du patrimoine mi-septembre. En avant-première, visite signée Michel Monpontet, Olivier Robert. Pour les Parisiens et leurs visiteurs depuis 13 ans, le Grand Palais, ce n'était plus que ça, un bâtiment fermé, un enchevêtrement énigmatique de poutres. Impossible d'imaginer à quoi tout cela finirait par ressembler, et l'on se disait que peut-être les travaux dureraient une éternité. Alors qu'en l'an dernier, l'éternité, justement, c'est le nom de cette statue, est venue se loger sur son socle, on s'est dit que l'heure de la réouverture allait sonner. C'est ce matin chose faite. La grande verrière et sa charpente de fer, de 8000 tonnes, le poids de la tour Eiffel, renaissait enfin. Il n'y aura pas d'invité officiel, on ouvre les portes et ce sont les citoyens français et ce sont les touristes étrangers qui vont pouvoir librement et gratuitement le parcourir. Une fois le dernier coup de balai effectué, vous aurez donc tout le loisir de visiter enfin ce chef-d'œuvre du patrimoine français. Et ce, du 17 septembre au 1er octobre, de midi à minuit.
C'est tout juste assez pour retrouver et apprécier les 15 000 mètres carrés de cette extraordinaire verrière du 19e siècle, sur une longueur de plus de 200 mètres. Mais ce n'est là que la fin d'une première phase des travaux. Reste désormais la façade, livraison prévue, janvier 2006. Cela terminera alors un chantier pharaonique qui aura duré 13 ans. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Patrice Drevet, ça se gâte par l'ouest donc. 20h55, un film, un classique, Marche à l'ombre avec Michel Blanc et Gérard Lanvin. Minuit, dernier journal, Laurence Piquet. Dès 6h30 Télématin, dans les 4 vérités, Roland Sicard recevra le secrétaire général de Force ouvrière, Jean-Claude Mailly. On se quitte sur ces images d'une naissance rare en captivité. 2 poussins manchots ont vu le jour il y a quelques jours au parc Océanopolis à Brest. Là-bas, les conditions naturelles de vie sont reproduites au plus près. La température de l'air est de 4 degrés, l'eau est à 8 degrés. Bienvenue aux petits, à demain.